Alors, je vais commencer. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un animal qui en fascine certains, comme moi, et qui en effraie bien d'autres. Le loup. Donc, c'est un animal mystique et peu compris. Le loup est un prédateur que l'homme redoute depuis des siècles, voire des millénaires. Et pourtant, si on s'intéresse à son mode de vie, cette bête peut devenir assez attachante. Alors, pourquoi le loup a-t-il disparu de nos montagnes et forêts et comment est-il protégé en France aujourd'hui? Donc, le loup est un canidé qui vit en meute. On le trouve principalement sur l'hémisphère nord du globe et il n'a aucun mal à s'adapter à différents milieux naturels et climats. On le trouve à la fois dans les déserts chauds de la péninsule arabique et dans les déserts glaciaux de l'Arctique. Donc, comme je le disais, le loup a toujours été considéré comme un redoutable prédateur par l'homme. D'ailleurs, c'est une chose que l'on remarque à travers les nombreux mythes et contes de fées, où l'on parle par exemple du grand méchant loup, où je pense par exemple au petit chaperon rouge, aux trois petits cochons, ou à Cro-Blanc de Jack London, l'expression Homo homini lupus, ou encore à la bête du Gévaudan. D'ailleurs, Canis lupus était tellement redouté qu'il a fait l'objet de campagnes d'abattage en masse, et pas qu'en France. Nous connaissons tous les images du temps, par exemple, des cow-boys où on voyait des peaux de loups alignées les unes à côté des autres, un peu comme des trophées. Et du coup, pari réussi, dans les années 30, le loup a complètement disparu de la circulation dans l'Hexagone. Et ainsi, durant une bonne partie de la seconde moitié du XXe siècle, le loup n'existe plus en France. En 1992, il réapparaît dans le parc national du Mercantour, dans les Alpes françaises. Quelques individus y sont arrivés depuis l'Italie, où le loup avait été épargné grâce aux politiques de préservation adoptées dans les années 70 et grâce à la désertification des campagnes, qui a diminué la pression humaine. Donc aujourd'hui, il est présent dans la majeure partie des Alpes françaises, dans le Massif central, les Pyrénées-Orientales et dans les Vosges. Ce canidé est également présent dans d'autres départements, où il est ce qu'on appelle, entre guillemets, sous dispersion, c'est-à-dire que des loups qui sont en général seuls et jeunes sont à la recherche d'un partenaire afin de se reproduire et de s'installer de manière durable. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de territoire fixe, mais qu'ils se déplacent des centaines de kilomètres et c'est ce qu'on appelle sous dispersion ou en dispersion. En France, les meutes sont en général constituées de 4 à 6 individus, hors louveteaux, et les portées ont environ de 4 à 5 louveteaux. Mais 40% d'entre eux ne survivent pas à la première année, et le territoire d'une meute peut s'étendre de 150 à 300 km², voire plus pour les jeunes en dispersion. Le loup est une espèce protégée à 3 niveaux en France. Donc, tout d'abord par la Convention de Berne de 1979, et ensuite au niveau européen par la directive européenne du 21 mai 1992, où le loup est désigné comme une espèce, et je cite, d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation. Et enfin, il est également protégé au niveau national dans l'arrêté du 23 avril 2007, où il fait partie des espèces qu'il est, je cite, interdit de détruire, capturer, perturber intentionnellement et dont il est interdit de faire usage commercial. Et c'est bien entendu grâce à ces mesures de protection que le loup a commencé à réapparaître en France il y a 30 ans. Mais cependant, comme vous le savez bien, c'est un animal qui ne s'attaque pas seulement, pas que aux proies sauvages, mais également aux troupeaux appartenant à des exploitations agricoles, en général ovins. Donc maintenant, je voudrais vous parler d'une solution à ce problème d'attaque, une solution assez fascinante dont j'ai appris l'existence en regardant un documentaire, sur Discovery Channel, donc un documentaire sur les loups. C'était l'histoire d'un Anglais, Sean Ellis,
qui a vraiment tout plaqué pour élever 3 louveteaux dans un zoo. Et quand je dis tout plaqué, je veux dire qu'il passait ses journées entières avec eux. Il jouait, il dormait, il mangeait avec eux, il ne quittait pas l'enclos. Donc il a renoncé à sa vie confortable pour se consacrer entièrement à ces 3 petits trésors et manger du foie de cerf cru tous les jours. Un vrai passionné, quoi. Et grâce à cette expérience, donc en vivant avec ces loups, il a pu en savoir davantage sur la vie en meute avec les loups. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'était les différents rôles que chaque individu s'attribue et comment une hiérarchie prend forme selon le caractère ou la personnalité de chaque loup. Le plus dominant finira par devenir chef de meute, à moins que son ego ne se heurte à celui d'un autre individu plus gros, plus fort, ayant les mêmes ambitions. On trouve aussi des individus qui ont un rôle de médiateur. Ils sont donc là pour apaiser les tensions s'il y en a. Et enfin, il y a ceux qui guettent les environs et tirent la sonnette d'alarme si jamais une autre meute se trouve dans les parages. Donc pour revenir à votre chercheur, voilà, je vous présente Sean, Homo sapiens, chef de meute de Canis lupus. Donc, Sean est le chef de la meute. Il mange en premier lorsque la carcasse est servie. Et Sean grogne et montre ses canines si l'un des membres de la meute s'approche trop près de la nourriture avant qu'il ne leur ait donné la permission de manger. Et il va sans dire que ses sujets lui obéissent au doigt et à l'œil. Et puis, plus tard dans le documentaire, Sean doit s'absenter une dizaine de jours, destination la Pologne, pour participer à une expérience concernant un système conçu pour faire fuir les loups qui s'approcheraient trop près d'un troupeau appartenant à un agriculteur. Donc, lors de cette expérience, des chercheurs ont lancé des enregistrements de différents types de hurlements de loups et ils se sont rendus compte qu'un hurlement en particulier correspondait à une sorte de cri défensif, du style « Sortez de notre territoire, vous êtes chez nous ici ». Et donc, en effet, les chercheurs se sont rendus compte que si un berger émet un tel enregistrement la nuit, donc lorsque les loups chassent en général, son troupeau de moutons sera à l'abri de toute attaque. Car une meute de loups qui s'approcherait, par exemple, comprendra qu'elle doit rester à l'écart au risque d'offusquer une meute ayant élu domicile sur le territoire de l'agriculteur. En bref, avec cet enregistrement, l'agriculteur fait croire à une meute de loups que ce territoire est déjà occupé par une meute fictive. Donc pour revenir à Sean, il rentre de Pologne, donc il retourne au Royaume-Uni dans son zoo. Et dans le documentaire, on voit que lorsqu'il s'apprête à rentrer dans l'enclos de sa meute, qu'il a quitté pendant une dizaine de jours, il comprend plus ou moins rapidement qu'il est persona non grata. Bon, c'est un expert, il s'y attendait un peu. Alors, ne voulant pas se jeter dans la gueule du loup, il n'a d'autre choix que de s'allonger par terre, de se recroqueviller, le temps que ces loups le reconnaissent. Ils finissent par l'accepter à nouveau dans la meute. 2 d'entre eux lui font même un peu la fête. Mais le dernier, celui qui a la personnalité un peu plus corsée, celui qui allait devenir dominant, lui fait rapidement comprendre que ce n'est plus lui, ce n'est plus Sean qui commande. Et donc, la hiérarchie au sein de la meute a changé en l'espace de 10 jours à peine. Donc Sean ne mangera plus en premier et devra se tenir à carreau, le doigt sur la couture, car le nouveau loup alpha n'hésitera pas une seconde à lui mettre un coup de croc pour le rappeler à l'ordre. Son expérience avec les loups dans l'enclos aura duré environ 1 an et demi ou 2 ans, je ne sais plus. Et avec un nouveau chef de meute, maintenant, Sean est retourné au monde des hommes pour se concentrer sur ses recherches afin de préserver cet animal mystérieux. Donc, pour conclure, je pense que notre relation par rapport au loup aujourd'hui est en train de changer. Il existe à présent même une race de chiens issue de croisements chien-loup sur plusieurs générations. Et les gens aiment bien s'afficher en ville avec leur loup au bout d'une laisse.
Mais malheureusement, beaucoup de personnes sont mal informées et se procurent leur nouvel animal de compagnie, leur nouveau toutou, parfois dans des élevages assez douteux, car moins chers, où on trouve des croisements non seulement de chiens-loups, mais de chiens-coyotes, de loups-coyotes. Et le problème, c'est que le petit chiot tout mignon devient une énorme bête sauvage, méfiante et agressive, impossible à dompter, bref, dangereuse. Voilà, c'est tout pour mon discours. Je vous remercie de votre attention.